Bienvenue dans Euronews Soir, votre journal d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de cette édition. Réunion de crise au 10 Downing Street. Theresa May a convoqué ses ministres pour trouver une issue à la crise autour du pétrolier britannique arraisonné par l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Dans l'actualité également, la canicule qui revient en France un peu moins d'un mois après un dernier épisode particulièrement virulent. Le monde agricole est en alerte. Et puis l'Inde part à la conquête de la Lune. Lancement réussi pour sa fusée qui doit se poser dans le pôle sud lunaire, jamais exploré par l'homme. Alors que les tensions sont toujours vives dans le détroit d'Ormuz et qu'un tanker sous pavillon britannique a été saisi par l'Iran, Londres se dit favorable à une mission de protection dans le Golfe avec les Européens. Les explications de Christophe Garrache. Avant son départ de Downing Street, la première ministre britannique a convoqué ce lundi ses ministres en urgence pour évoquer la situation du pétrolier Stena Impero retenu par l'Iran. Après des consultations avec ses alliés européens, le gouvernement britannique envisage désormais le lancement d'une mission de protection dans le Golfe, selon Jeremy Hunt, le ministre des Affaires étrangères. Pour le porte-parole de Theresa May, Londres ne cherche pas la confrontation avec Téhéran, mais les autorités britanniques contestent la version iranienne qui affirme que le pétrolier britannique n'aurait pas respecté le code maritime international. Le Stena Impero a été arraisonné vendredi dernier par la force navale des gardiens de la Révolution. Au Portugal, le feu de forêt qui sévissait depuis samedi dans le centre du pays est circonscrit à 90%. Il y a un an, c'est la Grèce qui était durement frappée par des incendies d'une rare violence. 102 personnes y avaient perdu la vie. Écoutez les témoignages difficiles de ces survivants avec Christelle Pétron-Gary. Un an après l'incendie qui a ravagé la station balnéaire grecque de Mati à une quarantaine de kilomètres d'Athènes, la tragédie se lit encore sur les visages des habitants. C'est le cas de Kostas, 37 ans. Gravement brûlé, il s'en est sorti au prix de longs mois d'hospitalisation et de souffrance, mais le traumatisme demeure. Au moment où j'ouvrais la porte pour partir, j'ai vu mes mains se gonfler, comme souffler. J'ai vu un mur de feu dans la rue qui mène à la plage. La rue était littéralement en flammes. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai traversé ce mur de feu. Et quand j'en suis sorti, je suis tombé et je me suis dit « Lève-toi ou tu meurs ». Dimitris a été grièvement blessé en essayant d'aider d'autres personnes à fuir le brasier. Pour lui, être en vie aujourd'hui relève du miracle. J'ai cru entendre le bruit du feu, mais c'était mes mains qui soufflaient à cause de l'intensité du feu. Tu penses que tu vas mourir de la pire façon possible. Et tu cours juste pour te sauver, mais tu réalises qu'il n'y a pas d'issue. Un an plus tard, les victimes de l'incendie ont l'impression d'avoir été oubliées. Les médicaments et le matériel nécessaire à leur traitement ne sont pas couverts par les assurances. L'État est introuvable. Ils nous ont abandonnés. Grâce à une initiative des habitants, des dons ont pu couvrir les énormes dépenses de réhabilitation des blessés. Une équipe médicale spécialisée est même venue de Suisse pour aider la population et apporter son expertise à ses confrères grecs. Mais il y a des blessures qui mettent plus de temps à guérir. Au début, notre corps passe en mode survie. D'abord, il doit survivre pour voir qu'il peut effectivement survivre sur le plan physique, c'est-à-dire qu'il s'assure qu'il peut vivre. Et puis, comme la partie émotionnelle n'est pas coupée de ce processus, il y a un bond de turbulence émotionnelle causé par cette expérience traumatisante. Et la psychologue d'ajouter que même si les blessures de leur corps sont guéries, il sera difficile pour ces personnes d'oublier le cauchemar qu'elles ont vécu. Et puis je vous le disais en titre, la canicule revient en France. Un deuxième épisode en moins d'un mois qui s'annonce tout aussi virulent que le précédent et qui va aggraver la sécheresse qui touche déjà le pays. Le gouvernement va apporter son soutien au monde agricole. On voit ça avec Laurence Alexandrovitch.
C'est le retour de la canicule en France jusqu'à vendredi. Les 40-41 degrés pourraient être atteints en milieu de semaine à Paris. Lors du premier épisode caniculaire, exceptionnel par sa précocité et son intensité, le record absolu de température s'était établi à 46 degrés dans l'Hérault le 28 juin. Météo France a placé en vigilance orange cette fois-ci 59 départements d'une grande moitié sud du pays, à l'exception de la côte méditerranéenne, ainsi que le centre jusqu'à l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté. Conséquence directe, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume se mobilise pour les agriculteurs. Toutes les cultures sont touchées et dans de nombreux départements, les éleveurs doivent désormais acheter des stocks de foin pour nourrir leurs bêtes. Après la sécheresse de 2018 et ce début d'année très sec, le gouvernement va donc autoriser de nouveaux départements à faucher les jachères. Le gouvernement voudrait éviter que les exploitants soient obligés, comme l'an dernier, d'envoyer leurs bêtes à l'abattoir par manque de fourrage, car cela déséquilibre le marché et fait baisser les cours de la viande. C'est la fin d'une attente interminable pour les familles des victimes. Un demi-siècle après la disparition en mer du sous-marin de l'armée française, la Minerve, l'insubmersible vient d'être retrouvé au large de Toulon. La ministre française des Armées, Florence Parly, salue un succès et une prouesse technique. Maxime Bios-Duplan. C'est un mystère qui, 51 ans après, est enfin levé. L'épave du sous-marin français, la Minerve, disparue en 1968 en Méditerranée, a été retrouvée. Le submersible, brisé en 3 morceaux, repose par 2400 mètres de fond à 35 km des côtes françaises. C'est un drone sous-marin, l'engin jaune sur ces images, qui a permis de reconnaître l'épave disparue. Prêté par une compagnie américaine privée, il a été mis à l'eau par un navire français et a pu rapporter des images de la Minerve. Florence Parly, la ministre de la Défense, avait demandé au début de l'année la relance des recherches. Elle a réagi à la découverte du sous-marin en ayant une pensée pour les familles des 52 membres d'équipage qui ont attendu si longtemps, dit-elle. C'est un soulagement et un apaisement extraordinaire, ont en effet dit le fils du commandant de la Minerve et la veuve de l'un des marins. D'autant que plusieurs théories ont longtemps circulé sur les causes du naufrage, certaines évoquant un accrochage avec les Russes, d'autres l'explosion d'une torpille à bord. Peut-être la découverte de l'épave et son exploration vont-elles enfin révéler ce qui a causé la perte du sous-marin. Les corps des marins ont, eux, quasi certainement disparu après 50 années passées sous la mer. À présent, une cérémonie d'hommage doit être organisée en mer à la verticale de l'épave. Partons maintenant en Ukraine, où le parti du nouveau président Volodymyr Zelensky est le grand vainqueur des législatives. Le parti de l'humoriste au pouvoir devrait même pouvoir gouverner seul, selon les projections de plusieurs médias. Romain Gauguelin. Selon les dernières estimations, le parti du président ukrainien rassemble plus de 42,4% des bulletins des élections législatives, un score nettement inférieur aux 73% d'électeurs qui avaient élu Volodymyr Zelensky en avril, mais suffisant pour renouveler très largement l'Assemblée nationale. Félicitations pour ce fantastique résultat. 73% aurait été mieux, mais nous sommes reconnaissants, je parle en mon nom et pour tous les Ukrainiens, nous sommes reconnaissants au peuple ukrainien pour son soutien. 3 mois après l'élection de l'acteur Volodymyr Zelensky à la présidence, l'ambiance est à nouveau à la fête ici, à Kiev, au QG du parti serviteur du peuple. Le parti célèbre les avancées gagnées au Parlement, mais ne révèle pas encore qui occupera les postes clés. Dès dimanche soir, Volodymyr Zelensky a réitéré au siège de son parti ses priorités. Avant tout, mettre un terme à la guerre avec les séparatistes pro-russes du Donbass qui a fait plus de 13 000 morts en 5 ans et par ailleurs poursuivre la lutte contre la corruption. Nous maintenons notre ligne pro-européenne. Nous devons annuler la loi sur l'immunité des députés, renouveler le gouvernement et proposer une loi sur le processus de destitution du président.
і має бути прийнятий закон про імпічмент. 4 autres partis franchissent le seuil des 5% de suffrage pour entrer au Parlement, mais sont loin derrière. On retiendra les 12,8% du parti pro-russe et l'entrée au Parlement de Golos, le parti du rocker Sviatoslav Varadchuk, qui obtient 6,5%. En Ukraine, les députés sont élus selon 2 modes de scrutin. La moitié à la proportionnelle sont issus des listes des partis, l'autre au scrutin est majoritaire dans les circonscriptions. Plus de la moitié des sièges électifs à la proportionnelle revient au parti du président, mais on ne connaît pas le résultat définitif dans les régions et donc on ne sait pas si le président pourra ou non gouverner sans faire de coalition. Selon les projections des médias ukrainiens qui se basent sur des résultats partiels, le parti du président Volodymyr Zelensky serait en position de gouverner seul avec un parlement dont la large majorité sera constituée de nouveaux visages. Alors que l'on vient de fêter les 50 ans de la mission américaine Apollo 11, c'est au tour de l'Inde de partir à la conquête de la Lune. Le pays a lancé aujourd'hui sa mission lunaire. La fusée indienne doit se poser dans le pôle sud de la Lune, une région jamais explorée par l'homme. Romain Gauguelin. L'Inde a lancé ce lundi sa mission spatiale en direction de la Lune. L'expédition a pour but de poser autour du 6 septembre un atterrisseur et un robot mobile près du pôle sud du satellite de la Terre et une sonde sur l'orbite lunaire. La sonde indienne a pour nom Chandrayaan 2, ce qui signifie en hindi chariot lunaire. Aujourd'hui est un jour historique pour l'espace, la science et la technologie en Inde. Je suis très heureux d'annoncer que le lanceur GSLV Mk3 a placé avec succès Chandrayaan 2 sur l'orbite souhaitée. Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est réjoui du lancement de Chandrayaan 2 qui, selon lui, illustre la prouesse des scientifiques et la détermination d'1,3 milliard d'Indiens à atteindre de nouvelles frontières de la science. L'Inde a consacré 124 millions d'euros à Chandrayaan 2, ce qui constitue un budget bien inférieur à ceux des autres agences spatiales pour des missions de ce type. Les Jeux Olympiques d'été de 2019 se dérouleront à Tokyo. La ville se prépare, les épreuves d'essai ont même commencé, mais vous allez le voir, le parcours est semé d'embûches. Joanne Massard. À 1 an de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, les organisateurs affirment que les préparatifs pour ce grand rendez-vous de l'été sont en bonne voie. Les travaux de construction sur tous les sites comme le stade national et le village olympique et paralympique, mais aussi les épreuves d'essai, se déroulent comme prévu. Mais ces préparatifs n'ont pas été sans controverse. Des craintes quant à la chaleur pour les athlètes et les spectateurs émergent. En juillet 2018, la canicule a fait plus d'une douzaine de morts dans la capitale japonaise. En 2015, les organisateurs ont dû abandonner le logo original en raison d'accusations de plagiat. Jugé trop cher, le design original du stade national a été abandonné. Cette année, Tsunekazu Takeda a démissionné de son poste de président du comité olympique japonais suite à des allégations de corruption présumées liées à la candidature de Tokyo. Pour l'heure, plus de 3 millions de billets ont été vendus pour ces Jeux olympiques qui débuteront le 24 juillet 2020. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Euronews. À demain.